pour vous parler de comment on a déployé les badges, pourquoi on a commencé à le faire et puis ce qu'on a pu faire pour que ce dispositif trouve toute sa place chez nous. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'UTBM pour ceux qui ne connaissent pas, s'il veut bien, voilà. Donc, nous sommes une école d'ingénieurs, donc avec des disciplines d'ingénieurs, mécanique, informatique, énergie, système industriel, conception, design. On est sur 3 sites. On est membre du réseau des UT avec l'UTC et l'UTT. Et on est aussi membre de la commu UBFC, donc Université de Bourgogne-Franche-Comté. Et là, c'était important parce que c'est grâce à un dispositif de la commu que nous avons pu lancer nos badges. Donc, la réflexion initiale, les premiers pas de nos badges, c'est qu'on avait envie, dès 2019, de commencer à badger l'engagement étudiant. On a déjà des dispositifs de valorisation de l'engagement étudiant qui sont très poussés chez nous. Ils peuvent avoir des suppléments au diplôme, ils peuvent avoir un aménagement d'emploi du temps, ils peuvent avoir des tas de choses. Et puis, on voulait rajouter les badges à ces dispositifs parce qu'ils font vraiment beaucoup de choses. Nos étudiants ne sont pas très nombreux. On est une grosse école d'ingénieurs, mais une petite université. Et donc, on avait cette réflexion. Et en même temps, il y avait donc un projet, un dispositif qui a été porté par la commune UBFC qui s'appelle Rythme. Et donc, il y avait des financements qui arrivaient dans le cadre des nouveaux cursus à l'université pour réussir, innover, transformer, mobiliser en Franche-Comté. Et donc, un des leviers de ce dispositif, c'était les Open Badges. Donc, on a pu travailler, on a commencé à travailler, à réfléchir sur les badges dès 2019 et au début de l'année 2020. Je reparle de ce calendrier parce que vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé en 2020. Vous êtes nombreux ici à être dans l'enseignement supérieur, donc vous avez dû tous subir cette rentrée qui a été très différente à cause de la crise sanitaire. Donc, nous, ce qui s'est passé, c'est que notre rentrée, elle a été, j'imagine chez vous, pareil, de la même façon, complètement différente. On a dû faire des tas d'activités à distance. D'habitude, pendant les 2 premières semaines, on fait des tas de choses avec nos étudiants pour les accueillir, les intégrer. Et tout ça, ça a été un petit peu compliqué. Donc, on a utilisé notre plateforme Moodle pour faire les tests de positionnement au niveau de langue. On a utilisé Moodle pour faire des conférences avec nos partenaires industriels. On a fait des tas de choses. Et donc, c'était basé sur le volontariat. Et donc, on a voulu valoriser ceux qui ont joué le jeu. Parce que nos petits étudiants qui sortaient du bac et qui sont arrivés, qui étaient tout seuls devant leurs ordinateurs et puis qui ont fait l'effort de se connecter pour aller voir toutes ces conférences, pour aller faire toutes les activités qu'on leur proposait, ils étaient quand même assez contents qu'on valorise ce travail qu'ils ont fait. Donc, on a vraiment, c'était une opportunité pour nous pour lancer le dispositif des Open Badges. Et ce qu'on a fait, c'est le tout premier badge qu'on a créé, c'était un badge qui était délivré sur demande aux étudiants qui avaient participé à 3 conférences sur les 5. Donc, on a joué avec les codes de demande, enfin voilà, on a utilisé les techniques habituelles que j'avais trouvées à l'époque sur openbadge.info. Donc, il y avait des indices qui étaient donnés, on l'a fait un peu comme un jeu de piste. Et on a utilisé notre plateforme Moodle pour que l'étudiant puisse aller donner ce qu'il avait trouvé comme indice. Et le badge a été délivré suite à une réussite au test. Et en même temps, on n'a pas fait ça tout seul, on a fait une présentation des Open Badges, on avait récupéré le module 101 et on l'avait intégré dans les activités de rentrée sur Moodle. Donc, c'était un cours qui était en auto-inscription et il a trouvé son public parce qu'on a eu 270 inscrits. On a des promos de 300 étudiants en première année. Donc, on était plutôt contents. Donc, des étudiants et des personnels. Donc, les étudiants ont suivi ce cours. Et puis, ça a vraiment lancé une acculturation au badge. Ça a marché. Le premier badge, il a été demandé par 220 étudiants. Il a été partagé 150 fois sur Open Badge. Et ce qui nous a vraiment marqué, c'est que les étudiants ont joué le jeu, sont allés sur l'Open Badge Passport et puis ont créé leurs espaces, leur page. Donc, ils ont compris le truc. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que justement, ils étaient tout seuls derrière leurs ordinateurs et c'était pour eux aussi une manière de mettre en avant le fait qu'ils ont intégré une école d'ingénieurs. Ils étaient pour la plupart contents d'avoir été pris à l'UTBM. Et donc, c'était une manière de le mettre en valeur. Donc, du coup, ce badge a trouvé son public. Je reviens ici. Du coup, ça a généré de l'enthousiasme, beaucoup d'enthousiasme. À quand les suivants? Tout le monde voulait créer des badges dans tous les sens. C'était plutôt une bonne idée. Nous, on était contents que ça marche bien.
Mais heureusement, on s'était un peu intéressé aux open badges avant de lancer le dispositif. Et on n'était pas les premiers. Donc, on a, comme tout bon utilisateur d'open badge, on a lu Serge Ravet dans le texte qui nous avait déjà en 2013 alerté sur le fait qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi avec les badges. Il avait utilisé ces jeux de mots là un petit peu pour dire qu'il faut vraiment éviter le flux ininterrompu de badges obtenus à la moindre activité, qu'il ne faut pas donner trop de badges à afficher, sinon ça n'a plus de sens. Et puis voilà, il faut vraiment garder un système de badges intelligible. Sinon, voilà, trop de badges tue le badge. Et voilà. Donc, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un besoin de ranger, de classer, de modérer. Ce qui s'est passé, c'est que par exemple, tous les enseignants voulaient venir badger leurs cours. On a dû leur expliquer qu'on n'allait pas badger chaque UV. Chez nous, on parle d'UV, donc l'équivalent d'une unité d'enseignement. Les étudiants ils récupèrent leur crédit ECTS à la fin de leur UV. On n'allait pas donner un badge sans qu'il y ait de valeur ajoutée, quoi. Donc, on a dû réexpliquer à des enseignants, bah non, on ne va pas badger le fait que tu as réussi tel niveau dans telle discipline. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Et de la même manière, on n'allait pas badger chaque réussite de la moindre activité dans Moodle, sinon ça n'avait pas de sens non plus. Donc aujourd'hui à l'UTBM, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même créé des badges. Hein. On a un petit peu modéré les gens, mais on a quand même créé des badges. Hein. Donc on a reconduit le dispositif des participations aux activités de rentrée. En plus, on a 2 rentrées par année. Donc les gens qui rentrent un petit peu qui rentrent en février sont contents aussi de pouvoir participer à ces activités de rentrée. La collègue qui travaillait au SCD à l'époque avait mis en place un badge pour les étudiants qui pouvaient maîtriser l'utilisation les ressources documentaires à la bibliothèque. Je vous en parlerai un peu plus. Donc, la valorisation du tutorat, l'engagement étudiant qui était notre idée initiale. Et on a un gros Fab Lab chez nous qui s'appelle le Crunch Lab. Et puis, donc, on l'utilise pour le moment. On utilise les badges pour faire des micro-certifications là-bas. Le développement du dispositif, ça s'est passé un peu cette année. On a créé une équipe autour de la chargée de mission, justement pour éviter cette dispersion et faire nos badges pour leur donner de la valeur. On a écrit des procédures pour la création de badges, comme ça, quand il y a des gens arrivent en disant « je voudrais créer tel badge », voilà, on leur demande quand même de répondre à quelques questions. On a refait une cartographie des compétences qui sont reconnues par les badges. Et puis, on a mis en place une page web sur le site institutionnel que je vous engage à aller visiter. Elle est simplissime, hein, mais c'est… Voilà à quoi elle ressemble. Comme ça, tout le monde peut aller voir un peu, chercher les infos. Donc, on a récupéré les infos de la société, les ressources sur le site openbadge.info. Et puis ensuite, il y a des petits accordéons où on explique un peu simplement tout ça. Et il y a surtout tous les liens qui vont bien pour quand quelqu'un veut créer un badge, il sait à qui s'adresser et puis il sait comment on lui donne déjà des premières pistes. Alors, ensuite, quand je vous parlais de ranger ces badges, on a décidé de les ranger en famille. Donc, voilà, donc je vous les avez sous les yeux. Si vous regardez ça depuis un portable, c'est peut-être un peu petit, donc je vais les relire. Quoi. Il y a la famille Monde de l'entreprise, la famille Engagement international et interculturel, la famille Apprendre à apprendre, la famille Chercher l'information, la famille Engagement associatif, la famille Esprit Maker et la famille Hackathon et Challenge Innovation. Et donc, on est en train de réfléchir sur la famille de l'engagement responsable, qui serait surtout orientée vers les compétences qu'on peut dérouler autour du développement durable. Et puis, on donnerait une famille engagement communication UTBM, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui s'engagent beaucoup auprès de notre service com et qui sont tout le temps sur le pont à chaque événement. Donc, on avait envie de reconnaître un petit peu ça. Et ensuite, il y a une dernière famille qui est là. Pour l'instant, la réflexion est encore lointaine, mais on y pense, c'est l'engagement entrepreneurial et l'esprit d'entreprise. Je vais vous montrer nos badges. Donc, ce qui est bien passé avec les badges, c'est que tout le monde dans l'école a été enthousiaste pour travailler sur ces badges. Et donc, nos collègues du service com ont fait un beau travail. Hein. Donc, on voit les premiers badges qui sont sortis, découvrir les entreprises. Nos études, donc c'était les conférences qu'on organisait en début d'année. Nos étudiants organisent un gros congrès industriel une fois par année. Donc là, c'est les étudiants du congrès qui sont venus nous voir. On aimerait bien… donc, c'était dès la première année. Hein. On aimerait bien créer des badges pour les gens qui ont participé, mais aussi les gens qui ont organisé le congrès. Donc, on leur a créé des badges, on les a créés avec eux. Donc, ces badges ont trouvé leur public aussi.
qu'est-ce qui se passe? Dans la famille Apprendre à apprendre. Donc là, c'est un badge qui a été créé grâce dans les règles de l'art, je dirais, parce que celui-ci, on l'a vraiment utilisé, on l'a vraiment fait en travaillant avec les étudiants et en se faisant accompagner par Rythme. Tout à l'heure, je vous parlais de Rythme qui nous a aidés. On a pu faire les badges parce qu'ils nous ont permis d'utiliser la plateforme Open Badge Factory. On a utilisé la plateforme de l'UBFC pour créer nos premiers badges, mais il n'y avait pas qu'un aspect financier, il y avait aussi un aspect d'ingénierie. Et donc là, Raphaëla, qui est parmi nous aujourd'hui, elle est venue chez nous, elle nous a accompagnés dans ces cuisines à badges pour créer ces badges. Donc là, c'est les étudiants qui avaient participé au tutorat, au dispositif de tutorat. Donc, c'est des étudiants de deuxième année qui peuvent aider les étudiants de première année dans les disciplines de maths et de physique en particulier. Ceux qui avaient souhaité participer à l'atelier, eh ben, on l'avait fait en 2 fois. Hein. Ils avaient d'abord ressorti les compétences qu'ils estimaient avoir acquises pendant leur expérience de tutorat. Et le deuxième atelier, c'était la création du badge en lui-même. Donc là, avec l'appui de Raphaëla. Et donc, ce badge, il a été créé il y a maintenant 3 ans et il continue à tourner. C'est un badge qui marche bien. Et puis, justement, comme il a été fait par les étudiants, ils se reconnaissent dedans et ils le mettent vraiment en valeur, celui-ci. D'autres badges, c'est le fameux badge des ressources documentaires. Donc là, ce qu'on a fait avec ce badge, c'est que justement, les étudiants, il fallait qu'on leur mette la collègue voulait leur donner un badge, mais il fallait faire quelque chose d'un peu sexy. Et donc, il est délivré à l'issue d'un serious game. Ils doivent faire des choses, des activités dans la bibliothèque et puis montrer qu'ils peuvent se débrouiller pour aller chercher des documents. Et donc, ce badge le montre qu'ils savent utiliser les ressources physiques et numériques de l'UTBM pour aller chercher leurs informations. Et donc, ce n'est pas un badge qui est délivré à l'issue d'une UV. Pourtant, il y a une UV qui est afférente à ces compétences, mais là, on a vraiment rajouté des activités supplémentaires. Comme ça, les étudiants vont le faire s'ils ont envie. Et puis, mais comme il y a un serious game, il y a un petit côté sympa quand même. Et puis, donc, du coup, ce badge, il marche bien aussi. En suivant, je continue mon inventaire à l'après-vert. La famille engagement associatif. Donc là, cette famille, elle est portée, elle est gérée par nos collègues de la vie étudiante. Et donc vous avez vu en début de ma présentation, hein, il y a une grosse association qui fait un peu chapeau pour toutes les activités de nos étudiants. Et donc, ils font des tas de choses, ils ont des tas de clubs, ils organisent des tas de choses tout le long de l'année. Et ils gèrent des foyers. Donc, ces badges peuvent reconnaître ce qu'ils doivent faire pour pouvoir mener leurs activités associatives. Et souvent, le service de la vie étudiante leur propose des formations. Typiquement, quand il s'agit d'assumer une responsabilité juridique ou d'organiser quoi que ce soit ou de faire de la communication, le service com leur fait une petite présentation pour leur expliquer qu'il ne faut pas faire n'importe quoi en communication. On leur explique qu'ils doivent suivre une formation en hygiène et sécurité s'ils veulent gérer un foyer, ou le bistrot des étudiants. Il y a 3 sites, il y a 3 lieux de vie, donc ils sont gérés par les étudiants. Les étudiants peuvent gérer ça quand ils se sont un peu formés. Donc, ils peuvent aller chercher ces badges. Alors, ces badges-là, ils sont sur demande et ils sont donnés, ils passent par le visa des gens du service vie étudiante. Parce que les étudiants le demandent, doivent expliquer ce qu'ils ont fait, doivent mettre quelques preuves, et ils peuvent rajouter des photos, des liens, un peu comme dans les badges, mais ceux-là, ils sont gérés et validés par le service qui va bien. Donc, les collègues voulaient rajouter le badge d'organisation d'événements institutionnels, type les forums métiers, ce genre de choses. Là, ça, c'est un peu nouveau, nouveau. Nous avons un événement assez important, voire impressionnant à l'UTBM, qui s'appelle l'innovation Crunch Time. Donc, c'est un exercice XXL de créativité et d'innovation de l'UTBM, parce qu'on met tous nos étudiants qui sont dans les murs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en stage. Donc, je vous parlais de 3000 étudiants, mais il y en a toujours la moitié qui sont en stage, parce qu'on est sur une scolarité qui se passe beaucoup à l'extérieur. Mais donc, ceux qui sont dans les murs pendant la période, là, au mois de mars, ça fait quand même 1500, on les met dans une grosse salle chez nous, et puis on les fait bosser sur 150 projets pendant une semaine par équipe. Et donc là, ce qu'on a badgé, c'est la participation à cet événement, qui est quand même pas mal. On a badgé il y a certains étudiants qui étaient femmes managers
c'est-à-dire qui était en charge des matériels qui permettaient de fabriquer des maquettes. On a badgé les gens qui étaient coachs. Donc là, ce n'est pas les étudiants, c'est les personnels de l'UTBM, voire des gens de l'extérieur, d'entreprises qui ont coaché des équipes et qui ont pu donner des conseils. On a badgé les porteurs de projets. Donc là, c'est vraiment les gens qui sont venus proposer des projets. Donc les entreprises, les structures locales, l'hôpital. Enfin, il y a eu plein, vous voyez, sur 150 projets proposés, il y a eu beaucoup de gens qui étaient impliqués. Donc, on a proposé de badger ces gens-là. L'intérêt, c'est que ça permettait aussi de faire sortir nos badges un petit peu hors les murs de l'UTBM et puis les entreprises commençaient à les acculturer peu à peu au badge. Voilà, c'est débutant, c'est balbutiant, mais on est content de l'idée, on est content de ce qui se passe en ce moment, quoi. Et on a aussi badgé les étudiants. Il y a quelques étudiants qui avaient des projets d'entreprise, de start-up, et donc ces deux, on a badgé leur côté start-upper. Alors, l'intérêt de ces badges, c'est qu'ils sont donnés sur demande, et les étudiants, pour l'avoir, ils doivent mettre des preuves dedans, ils doivent mettre des liens vers ce qu'ils ont réalisé, ils peuvent s'endosser les uns les autres, les entreprises, les coachs, enfin voilà. Donc là, on est sur un réseau qui est amené à devenir quelque chose de super intéressant. Et donc là, on est assez content de nous, parce que cet événement, il est quand même assez impressionnant. On est content parce qu'en 2023, on a pu le refaire. Les années précédentes, suite à la crise sanitaire, c'était un peu compliqué. L'an dernier, on n'avait pas pu faire cet événement énorme, mais on en avait fait des plus petits. Donc voilà, le Industrie Camp et le Maker Camp en 2022. On avait badgé aussi les gens qui avaient participé ou qui avaient fait les fund managers. Et on en a fait un tout petit qui était pour un Crunch Scholar Camp. Donc là, c'était pour des collégiens qui étaient encadrés par des lycéens. Et donc les chefs d'équipe, les coachs, c'était des lycéens. Donc là, on a fait un événement beaucoup plus petit qui concernait 60 personnes. Mais on a aussi badgé les collégiens qui l'ont souhaité et puis les lycéens qui l'ont souhaité. Donc ça, c'était dans la famille Hackathon et Challenge Innovation. Hélène, il te reste 3-4 minutes, ça va aller? Ça va aller, ça va aller. J'arrive, j'ai 22, ça va aller, je vais très vite. Okay. Voilà, donc l'engagement international et interculturel, donc ça, on est en train de travailler dessus. Et en plus, il y a vraiment des demandes de la CTI dessus. Je pense que là, la présentation de Stéphane va vous donner beaucoup plus d'informations, mais on est en train de travailler là-dessus pour badger les gens qui vont participer à tous les événements qu'on peut faire au niveau de l'international. Je ne vais pas m'étendre. L'esprit maker, ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous. C'est les fameux badges de micro-certification délivrés après une formation. Et donc, ces badges-là, ils sont donnés automatiquement aux gens après avoir suivi la formation et ça leur donne le droit d'accéder aux machines. Et on est en train de travailler en ce moment avec les Fab Labs de notre région pour pouvoir utiliser ces badges à travers les Fab Labs, que le badge donné par l'UTBM, il soit utilisable par le Fab Lab des Trois Lapins. Enfin, voilà. Donc là, les Fab Labs travaillent très, très bien entre eux en réseau. Et nous, on est entrelacés. Le Crunch Lab fait vraiment partie du TBM, mais a sa propre vie et donc il utilise beaucoup les badges aussi. Je vais aller vite. L'engagement responsable, donc voilà, donc on a commencé à badger les conférences au même titre que les conférences sur les entreprises, et on badge si on souhaite. Donc, c'est plus intéressant, c'est qu'on va badger les gens qui participent aux fresques du climat, mais pas seulement, on va aussi badger ceux qui animent les fresques du climat. Et pareil, sur cette thématique, on peut vraiment envisager d'avoir des endossements dans tous les sens. Donc, là, les gens sont super demandeurs aussi. Voilà, dans l'endossement, je pense qu'on a affaire à un public averti, donc je ne vais pas relire ma diapo, mais bon, l'intérêt, c'est que on peut s'endosser entre universités, entre Fab Labs, entre entreprises, entre étudiants, enfin voilà, donc tout est possible et c'est ça qui fait la richesse des badges. Mais je ne vais pas répéter ce qui a dû sans doute être dit dans les nombreux webinaires que vous avez animés cette année. La plateforme externe, pareil, cette diapo, elle n'est peut-être pas toute à place ici, mais nous, on s'est très vite, on s'est dit qu'il fallait qu'on utilise une plateforme, l'Open Badge Factory, parce que ça nous permettait de décider un peu de notre unité graphique de badge. Et les premières fois qu'on avait commencé à parler de badge, on disait on va les faire sur Moodle, et si chacun fait son badge dans tous les sens, ça nous permet plus d'avoir une stratégie de badge institutionnel. Ça nous permet surtout d'avoir les badges pérennes, d'avoir la possibilité d'endossement et puis d'utiliser le dispositif des badges sur demande qu'on utilise tout le temps, en fait. Et justement, ce qui s'est passé cette année,
bah, c'est qu'on est passé sur notre propre plateforme. On n'utilise plus la plateforme du BFC, mais la plateforme UTBM maintenant. Ça nous permet d'expérimenter les sous-organisations. Donc, on a l'UTBM en pédagogie et donc notre tiers-lieu qui a sa propre sous-organisation. L'intérêt, c'est que les badges qui ont été donnés les 3 dernières années, bah, ils sont toujours émis. Grâce à l'aide d'Émilie, on a pu faire très facilement glisser les badges existants. On n'a pas dû tout ressaisir. Les badges qu'on souhaitait conserver, on n'a pas dû tout refaire tout à la main. Ça a été assez pratique. Et puis, bah, justement, le fait d'avoir notre propre plateforme, et bah, au niveau des endossements, ça va simplifier la vie aussi. Et là, le petit nouveau, le dernier tout petit nouveau, parce que les badges ne servent pas uniquement à reconnaître des compétences. On a sorti un badge d'appartenance ou de soutien à la communauté. Et là, ce logo-là, il avait été dessiné il y a presque 10 ans par un artiste avec qui on était en partenariat pendant une année et qui avait servi à faire plein d'affiches et plein de badges physiques. Vous voyez, le petit badge physique qu'on a donné pendant des années aux portes ouvertes ou aux fêtes de la science, à tous ces événements. Et donc là, on partage ce badge qui on veut, c'est-à-dire que les gens qui soit font partie de l'UTBM, soit ont des partenariats avec l'UTBM, là, il n'y a aucune vérification. C'est juste pour mettre en avant qu'on fait partie de la communauté et ça permet aussi d'acculturer un peu les gens au badge parce qu'à chaque fois qu'on fait un badge et dans le mail qu'on envoie aux gens quand ils ont gagné leur badge, on remet les liens vers notre page web, on remet les liens vers l'Open Badge Passport, on explique à chaque fois cette possibilité d'endossement, de garder son badge privé ou public. Enfin, on en profite pour faire un peu de la promo pour le dispositif. Et celui-ci, il est en train de se développer, d'aller tout doucement. Je pense que la rentrée, là, il va pouvoir exploser complètement. Et je pense que je suis arrivée au bout et je pense que je suis bien dans les temps. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Hélène. Tu nous mettras le lien pour qu'on puisse demander le badge. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'arrête le partage ici. OK. Donc, Merci de votre attention. Merci. Donc, bon, si vous avez des questions, moi, j'ai mis des questions, mais on les prendra à la fin. Bravo. La parole est à Stéphane. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais donc à la suite d'Hélène, donc on est sur un contexte un petit peu similaire, donc je vais vous partager mon écran et une présentation sur les Open Badges. Alors, vous trouverez différents noms, et je m'en excuse par avance. C'est qu'effectivement, voilà, actuellement, l'école s'appelle Centrale Méditerranée depuis quelques mois. Et effectivement, sur un certain nombre de documents, notre ancien nom, pas si ancien que ça, Centrale Marseille, figure encore. Alors, en complément en introduction, ce qu'il faut savoir, c'est donc Centrale Méditerranée, c'est une grande école d'ingénieurs. Elle appartient au groupe des écoles centrales, donc 5 écoles centrales en France. Vous avez Centrale Supélec pour la plus connue, mais il y a également Centrale Lyon, Centrale Lille, Centrale Nantes et donc Centrale Méditerranée depuis l'ouverture de notre nouveau campus à Nice. Et à la différence de ce qu'on peut voir, par exemple, à l'UTBM notamment, c'est qu'en fait, nous formons des ingénieurs généralistes. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment bien comprendre pour bien saisir les spécificités de notre approche. Dans le sens où, en fait, nos ingénieurs, ils vont être amenés, ils ont un postulat de base en ce qui concerne leur parcours, c'est la personnalisation du parcours. Et je vais dire personnalisation, c'est une personnalisation presque à l'extrême, dans le sens où, effectivement, il faut penser que 300 étudiants, on a presque 300 voies de parcours. Alors, ingénieur généraliste, c'est pas forcément le vocable le plus sexy, façon de parler pour parler de nos ingénieurs. Moi, je pense que parler d'ingénieurs pluridisciplinaires, c'est peut-être plus intéressant, en tout cas plus proche de leur réalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, ces ingénieurs vont suivre un cœur scientifique commun en tant que tel, et ils vont être amenés à suivre au fur et à mesure de leur avancée dans le cursus des temps de spécialisation, tout en gardant des temps communs. Donc, ça veut dire que, par exemple, un ingénieur centralien, il a la capacité de travailler dans le secteur de l'aéronautique ou dans le secteur des transports, de la logistique, par exemple, ou dans le secteur du numérique, parce qu'il a ce cœur scientifique commun et c'est vraiment la spécificité de l'école centrale. Alors, je dis ça de manière préalable parce qu'en fait, ça permet de comprendre, entre guillemets, comment fonctionnent les compétences chez nous et comment fonctionnent les Open Badges au sein de Centrale Méditerranée. Parce qu'en fait, nous avons choisi de travailler les Open Badges dans la perspective d'un référentiel de compétences. Et un référentiel de compétences qui est assez atypique, dans le sens où, vous avez compris, je pense, à mon exposé précédent, que faire un référentiel métier de compétences pour un ingénieur généraliste, c'est extrêmement compliqué, puisque ça veut dire qu'il faudrait que je définisse des actions
pour un ingénieur qui pourra exercer dans l'aéronautique, dans le monde du numérique ou pourquoi pas dans la conception ou le design, par exemple. Et donc, en fait, le référentiel de compétences tel qu'il a été mis en place au sein de notre école, et enfin au sein de l'ensemble des écoles centrales, puisqu'il est commun, en l'occurrence à l'ensemble des écoles centrales, eh bien, il s'est positionné sous la forme de compétences transverses. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti du principe que nous avons un cœur scientifique commun qui est évalué par des notes classiques en tant que telles. Et que ce cœur scientifique commun, bien, on vient l'augmenter, le rendre lisible par des macro-compétences transversales. Alors, je dis ça dans le sens où c'est très important pour bien saisir, puisque effectivement, du coup, on a quelque part deux systèmes, le système des notes et le système des compétences, avec un problème, du coup, comment on représente les compétences, comment on sanctionne l'avancement des compétences dans le cursus de l'ingénieur et comment on le valorise. Eh bien, c'est face à ce problème, alors je ne parlerai pas d'équation parce que je ne suis moi-même pas de formation scientifique, mais c'est face à cette équation initiale qu'on s'est dit pourquoi pas utiliser les open badges. Pourquoi pas utiliser les open badges pour marquer la trace d'acquisition du parcours des compétences de nos étudiants. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé cette présentation à tester, valoriser l'acquisition des compétences et qu'on part effectivement sur cette thématique qui est assez spécifique effectivement à notre école. Alors, sur le principe général, alors ce qu'il faut bien comprendre en mis ces éléments-là, vous allez voir, je vais vous rajouter un petit peu des piles. J'aime bien évoquer l'idée que le référentiel de compétences et même les badges sont un peu un principe de poupée russe, des choses qui vont s'emboîter les uns dans les autres en tant que telles. Et les compétences, donc on a fait un postulat, c'est que chaque compétence, elle est représentée par un open badge. En sachant que les open badges, chez nous, notre référentiel comporte 3 plus 2 niveaux. Alors, je dis 3 plus 2, vous allez voir, je ne dis pas 5. Alors, ce n'est pas une coquetterie rhétorique, hein. C'est juste pour se dire que, alors, 3, pourquoi 3? Parce qu'on a un niveau novice, intermédiaire, compétent. Et 4 et 5, c'est avancé ou expert. Notre référentiel de compétences, il faut comprendre qu'il est positionné comme une référentiel de formation tout au long de la vie, dans le sens où nous diplômons nos étudiants à l'issue de leur 3e année de cursus sur le niveau compétent. Donc, c'est le niveau 3. Mais il y a des niveaux avancés ou experts qu'ils peuvent acquérir et qu'on a pensé comme pouvant être acquis, soit dans des responsabilités spécifiques, puisque comme toutes les écoles d'ingénieurs, comme l'a mentionné Hélène notamment tout à l'heure, il y a une vie associative dans nos établissements. Les étudiants sont très actifs dans leur vie associative et ils développent également des compétences. Et donc, certains étudiants qui seront par exemple présidents d'associations, trésoriers, chargés de partenariat sur des associations comme la junior entreprise de l'école, eh bien, ils auront peut-être des compétences qui seront plus poussées et plus spécifiques que l'étudiant type. Eh bien, ils peuvent prétendre à des niveaux avancés sur certains niveaux de compétences. Voilà, c'est un petit peu l'idée de ces avancés et experts. L'expert étant notamment pour les alumni qui viendraient en formation continue à l'école. Voilà, c'est un petit peu la structure de notre référentiel et c'est pour ça que je parle de 3 plus 2. Après, très concrètement, nous, pour la masse de nos étudiants, 300 étudiants par an, on s'arrête, on le dit très concrètement, au niveau compétent pour tous, le niveau avancé expert étant entre guillemets un petit peu de la dentelle à ce niveau-là. L'autre point important qui a, on va dire, présumé avant la question des badges, c'était qu'on voulait une acquisition progressive. Parce que, effectivement, si on dit à nos étudiants, lorsqu'ils rentrent au sein de Centrale Méditerranée, eh bien, lorsque vous sortirez en 3e année, vous serez compétent sur un certain nombre de thématiques à ce niveau-là. Ça va leur sembler à la fois une perspective lointaine et à la fois un énième travail de fin d'études. Chose qu'on voulait à tout prix battre en brèche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'idée de se dire qu'il y a de l'acquisition progressive des savoirs, donc avec une acquisition du niveau novice, puis intermédiaire, puis compétent, puis avancé, puis expert. Et avec l'idée également que, alors là, on cherche un petit peu la méthodologie actuellement là-dessus, qu'il faut les suivre régulièrement et introduire un point de suivi au milieu de leur scolarité, ce qui correspond au semestre 7, pour savoir où ils en sont dans cette acquisition des badges. Alors, ceci étant posé, le premier problème, quand on développe des badges, surtout sur un truc aussi abstrait que les compétences, c'est de les représenter.
Alors, effectivement, on a repris les principes de Serge Ravet en tant que tels, qui ont été très bien exposés par Hélène dans son intervention, qui est effectivement penser à la question de la granularité, de où on attribue des badges, de ce qu'on en fait, d'avoir une cohérence dans le système de badges. Et la première question qu'on s'est posée, c'est la question de la représentation de nos compétences. La question de la représentation de nos compétences, eh bien, nous avons choisi, donc nous avons 5 macro-compétences, d'avoir un univers graphique à la fois épuré et à la fois coloré en tant que tel. Dans le sens où, en fait, nos 5 compétences sont l'innovation, la complexité, la direction de programme, le management éthique et responsable et la vision stratégique. Alors, dans chaque, effectivement, c'est vraiment des macro-compétences donc, qui vont se découper. Typiquement, on a fait le choix, donc pour bien définir la granularité, de se poser la question où est-ce qu'on place des badges à ce niveau-là. Alors, je vais partir sur un exemple concret. D'abord, je vais définir le gros mot de granularité. Je sais qu'il y a pas mal d'ingénieurs pédagogiques et souvent, effectivement, on parle de grain de contenu, c'est l'image du grain de raisin. En tout cas, l'idée, c'est la taille du plus petit élément de la plus grande finesse d'un système. Voilà, c'est un petit peu ça. Et on a eu plusieurs hypothèses de travail. La première chose, c'est de se dire, est-ce qu'on fait un badge par compétence? Ça donnerait 5 badges au total. Problème numéro 1 que l'on va rencontrer, si on donne 5 badges au total, on n'est pas dans cette perspective, dans ce que l'on souhaite faire, d'acquérir progressivement des compétences et de projeter l'étudiant dans un parcours. Donc, cette hypothèse-là, on l'a rapidement écartée. Hypothèse 3, vous allez voir, je ne l'ai pas mis en gras, vous allez rapidement comprendre. On s'est dit, est-ce qu'on donne un badge par niveau de composante? Parce que les compétences, après, sont bien sûr définies en niveau et elles sont tronçonnées en composantes pour les rendre plus lisibles en tant que telles. Et bien là, ça nous aurait donné 45 badges au total. Là, on est typiquement sur l'écueil de Serge Ravet, qui consiste à dire qu'on aurait un système de pléthorique en termes de badges. Donc, on a assez rapidement écarté cet élément-là et on s'est rapproché sur le niveau qu'on appellerait le niveau 2 de un badge par niveau de compétence que je vais développer parce que ce système nous semblait le plus performant et surtout celui qui a du sens pour l'apprenant en tant que tel, ce qui nous fait 15 badges au total. Alors, j'illustre globalement à quoi ça représente en prenant la compétence qui est l'innovation au sein du groupe des écoles centrales. Donc, les compétences, pour ceux qui sont familiers, celles et ceux qui sont familiers de la démarche, sont souvent définies de manière assez large. C'est des macro-compétences avec une définition qui souvent tient sur plusieurs lignes. Le problème, c'est qu'évaluer à des compétences avec une définition assez large, c'est compliqué, ce n'est pas forcément évident et en tout cas, ça manque d'opérationnalité. Et donc, très souvent, on est amené à le tronçonner sous forme de composantes. Donc, par exemple, notre composante qui est de l'innovation est elle-même tronçonnée en faire émerger, oser et concrétiser et créer de la valeur. Et pour chacune de ces composantes, nous avons des niveaux novices, intermédiaires, compétents. Je n'ai pas fait figurer le niveau avancé expert, mais il faut penser qu'on a 2 niveaux en plus au-dessus de cela. Donc, typiquement, voilà pour illustrer bien les choses, la définition du niveau de granularité des badges, ça veut dire qu'on a un badge de niveau novice, un badge de niveau intermédiaire, un badge de niveau compétent, et ceci pour les 5 macro-compétences. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos étudiants, l'un de nos soucis, c'était la valorisation et le suivi de leur parcours. Et autant dire « je suis novice » en faire émerger, novice en oser ou novice en concrétiser et créer de la valeur, ça me paraît difficile. Et en tout cas, pour eux, ce n'est pas très signifiant. Par contre, je suis novice en innovation, ça peut vouloir dire quelque chose. Je suis intermédiaire en innovation ou compétent en innovation, ça peut aussi vouloir dire quelque chose. Et c'est dans ce sens-là qu'on a positionné le niveau de granularité des badges. Et quand je vous l'expose comme ça, j'espère que ça paraît le plus fluide possible. Mais il y a eu quelques connexions neuronales qui se sont entremêlées. Il nous a fallu pas mal de mois, on va dire, pour réussir à trouver un modèle qui nous semble un tant soit peu cohérent là-dessus. Pourquoi justement par rapport à ça? Le deuxième élément qui nous a semblé cohérent aussi, c'est de définir un environnement graphique en tant que tel. Et là, c'est pareil, il y a eu quelques allers-retours avec notre graphiste, justement, pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on représente, etc. là-dessus. Et on est parti justement avec notre graphiste sur un visuel qui est volontairement extrêmement épuré. Parce que justement, dans la présentation qui est proposée par Open Badge Factory, eh bien, on a du texte, on a des éléments du paratexte qui permet de comprendre ce qu'est le badge, des éléments de preuve, des choses comme ça. Donc, le visuel, ce qui est visible, eh bien, justement, il ne faut pas le saturer. Et ça, c'est notre autre postulat de départ. Et donc, on a été amené
à proposer ce type de visuel. Alors, pareil, pas mal de réflexions sur ces visuels. Donc, vous retrouvez effectivement l'environnement graphique de chaque compétence, avec l'innovation, la complexité, la direction de programme, le management éthique et responsable et la vision stratégique, et un principe de cercle concentrique, novice, intermédiaire, compétent. Alors, vous allez me dire, bah oui, il n'y a pas l'avancé et l'expert. En fait, c'est fait exprès. C'est dans le sens où, en fait, dans la manière dont nous avons pensé graphiquement les choses, il fallait que le niveau compétent soit une fin en soi. On diplôme nos ingénieurs au niveau compétent, donc ça peut être une fin en soi et peut-être que ça sera une fin en soi pour une grande partie de nos étudiants. Mais il faut laisser la place au niveau avancé et expert de pouvoir étudier et donc pouvoir exister, pardon. Et l'idée, c'était de se dire que voilà, typiquement, il y a une unité graphique sur le niveau compétent, on le voit bien, ça peut être un objet fini, mais on peut très bien lui rajouter des étoiles, des ailes, des pattes, ou ce qu'on a envie derrière pour l'augmenter et montrer un peu que ce badge, il est un petit peu extra ou exceptionnel. Alors là, c'est work in progress pour le coup, puisqu'on a encore diplômé ou certifié personne sur ce niveau de badge. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on a défini cet objet unitaire de niveau compétent qui est une fin en soi, mais une fin provisoire en tant que telle. Et après, voilà, donc je vais vous donner quelques petits éléments de justement pourquoi on a réfléchi sur ces éléments de design en tant que tel. Parce que ça paraît anodin, mais on a mené une certaine réflexion en concertation et en échange avec nos étudiants. Parce que quand on leur a présenté le concept des badges, eh bien, le truc qui les a le plus séduits, c'est la valorisation sur les réseaux sociaux professionnels. Les étudiants étaient extrêmement intéressés sur le fait qu'ils allaient pouvoir le valoriser sur LinkedIn, sur leur profil LinkedIn, sur lequel ils sont accompagnés au sein de l'école dans des séances de retour de stage, dans lesquelles ils sont accompagnés par le service relations entreprises en parallèle. On a une grosse part d'alternants au sein de notre école. C'est presque un tiers de la promo qui est en alternance classique en tant que tel. Donc, on a effectivement de gros moyens d'accompagnement qui sont mis pour l'accompagnement des étudiants sur la recherche de stage, de CV, la valorisation auprès des entreprises. Et quand on a questionné les étudiants, le premier truc qui les a intéressés, forcément, c'est l'expérience, comment on valorise ça sur LinkedIn. Et du coup, on a fait des tests avec eux, avec quelques candides en tant que tels. Et typiquement, on s'est rendu compte que le meilleur moyen qui nous semblait, c'était de ne pas faire apparaître le nom de l'école sur le badge. Alors, c'est un postulat iconoclaste contre lequel on s'est énormément battu, qui m'a coûté pas mal de cheveux, et vous voyez qu'il en reste, et pas mal de sueur également face à l'équipe de direction qui était focalisée sur le fait qu'il fallait absolument mettre le logo. Nous, on s'est arc-bouté sur l'idée de dire qu'il ne fallait pas mettre le logo parce que le badge, c'est une expérience globale et qu'en fait, quand on reçoit un badge, on clique dessus et le badge comporte des informations et parmi les informations, il y a l'émetteur. Et pourquoi on rajouterait l'information de l'émetteur? Vous voyez, c'est encore École centrale de Marseille, en l'occurrence, mais le logo n'a pas changé. Et alors, parfaitement visible, on peut le tracer. Quand on clique dessus, on a les éléments d'information sur l'école. Donc, pourquoi on le rajouterait dans le visuel du badge? Voilà, ça c'est une réflexion qu'on a mis pas mal de temps à faire mûrir, pas mal de temps à faire atterrir pour le coup. On a réussi à faire atterrir à ce niveau-là parce qu'on pense vraiment cette expérience globale. Dans le sens où, vous voyez, si je tire un petit peu le raisonnement par rapport à ça, là, vous avez la page d'invitation à accepter le badge, mais évidemment, sur la page de description du badge, on retrouve les éléments. Et si je peux donner une recommandation de cette expérience, chose qu'on a appris, outre les idées de penser bien le bon niveau de granularité du badge pour construire un système cohérent, il y a surtout aussi la manière dont on va parler du badge. À partir du moment où on va valoriser le badge, on est bien dans la culture de la reconnaissance, il s'agit d'être transparent. Et parler des compétences à des gens qui n'y connaissent rien, et je ne suis pas dépréciatif en disant ça. Je veux juste dire que le travail des compétences à l'échelle de l'École centrale Méditerranée et du groupe des écoles centrales, ça a pris 10 ans de travail. De gens qui se connaissent parfaitement, qui ont travaillé, qui ont échangé dans tous les sens par rapport à ça, et sur lequel il y a plein d'implicites de communication. Oui, mais quand on passe auprès d'entreprises, quand on passe auprès des réseaux sociaux, eh bien, il faut se poser la question de comment on parle de nos étudiants, comment on parle de compétences en tant que telles. Et c'est l'un des éléments fondamentaux.
Donc, mettre dedans un référentiel de compétences. On peut aligner le référentiel et le joindre dans le badge parce que le badge est vraiment une expérience globale en tant que telle. Là, vous voyez, je vous projette le édité par Centrale Marseille. Alors, c'est mon propre badge parce que je me suis servi de auto-cobaye à ce niveau-là. Mais la première partie qui est en gras, c'est la définition de la macro-compétence en tant que telle qui figure dans le texte du badge et qui est elle-même assez structurante. Mais même le nom du badge a une importance. Dans le cadre où on construit des badges sur un système complet, créer de la valeur par l'innovation au niveau intermédiaire, ça ne veut pas dire la même chose que innovation au niveau intermédiaire. Voyez, et chaque mot a vraiment une importance très claire. Et voilà, et là-dessus, voilà, si je peux aussi vous donner une recommandation, c'est d'accorder vraiment de la vigilance sur la manière dont vous allez les rédiger. Ces badges sont destinés à être vus. Plus ils sont vus, plus ils peuvent être endossés, plus ils auront de la valeur pour ceux qui les ont et ceux qui vont vouloir les demander. Alors, je poursuis un petit peu, voilà, pour vous montrer un petit peu les exemples classiques. Mais vous voyez, quand on a eu typiquement les échanges avec notre direction, ça a été « mais pourquoi tu ne nous mets pas le logo? C'est n'importe quoi ». Eh bien, on a dit « mais pourquoi on le mettrait ?» Puisque quand on va sur LinkedIn, fonctionnalité très plébiscitée par les étudiants, le logo, il apparaît directement dessus. Et ce qui compte, c'est d'afficher l'identifiant. Et l'intérêt aussi, c'est pour ça que pour nous, c'est un élément structurant de notre cursus, c'est que, vous avez compris, on a 300 étudiants, 300 choix de parcours. Un entrepreneur qui va recruter un ingénieur centralien, forcément, l'étudiant va devoir mettre en lumière ses spécificités. Moi, j'ai suivi telle ou telle option, j'ai mis telle chose, etc. là-dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les open badges, on a la traçabilité. Et en ayant la traçabilité, on met en valeur les spécificités des étudiants. Et c'est ça qui les a séduits particulièrement là-dessus, c'est cette possibilité-là. Autre possibilité qui est importante, on a pas mal travaillé avec le concours d'Émilie là-dessus sur le fait de pouvoir mettre en place une authentification de type Chiboulette sur Open Badge Passeport. Et pour nous, c'était fondamental. Puisque effectivement, il y a des tas d'outils qui existent sur les approches compétences, les portfolios, etc. là-dessus. Pour nous, on a choisi une approche différente parce qu'on veut vraiment se projeter dans quelque chose sur lequel l'étudiant peut garder tout au long de sa vie. Dans le sens où l'étudiant, bien sûr, il a ses moyens d'accès Chiboulette, CAS pour se connecter pendant qu'il est en études, mais lorsqu'il va quitter un établissement, les règles de conservation sont diverses et variées. Alors nous, ils gardent leur adresse ad vitam aeternam, mais pour d'autres établissements, ce n'est pas toujours le cas. Et mettre en place cette fonctionnalité-là, c'est projeter l'étudiant en formation tout au long de la vie. Et ça nous semblait fondamental. Et je remercie Émilie pour le travail qu'elle a pu mener à nos côtés, Émilie et Eric pour le travail qu'ils ont pu mener à nos côtés, parce que pour nous, c'est une fonctionnalité décisive, justement pour projeter vers le modèle qui nous semblait le plus cohérent compte tenu de nos spécificités. Et je termine par des petits éléments sur les exemples de modalités d'attribution des badges. Parce qu'en fait, très concrètement, nous, on a fait un choix assez simple, qui effectivement, les badges sont définis, sont fondus dans Open Badge Factory. Ça, je ne vous apprends rien sur ces éléments-là, puisque beaucoup sont des fidèles, j'imagine, de OBF Academy. Mais nous, on fait le choix de positionner Moodle comme étant la pierre angulaire du dispositif, dans le sens où on part du principe de se dire que sur Moodle, on va définir des activités qui sont des activités qualifiantes. C'est-à-dire que l'étudiant, il doit repérer qu'il doit faire un dépôt de devoir d'un écrit réflexif, par exemple, ou répondre à un quiz de positionnement qui va participer à l'acquisition de compétences ou de choses comme ça, et que cette activité, elle permet d'acquérir des compétences et à quel niveau. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a posé un autre problème. C'est ça qui est intéressant. On ne finit pas de poser des problèmes puis d'en découvrir. C'est un peu comme les mathématiques. On en est nous-mêmes les explorateurs. Et l'idée, c'est de se dire que ces étudiants, comment on leur fait prendre conscience qu'ils vont acquérir des compétences sur des activités parmi tout ce qu'il y a sur des Moodle. Eh bien, nous avons choisi le principe de tout simplement identifier des activités validantes par un autre système qu'on a choisi d'appeler les tags. Alors, quand on a exposé le concept au service communication, ils m'ont dit « c'est génial, on va appeler ça les pins ». Bon, moi, je ne trouvais pas ça très intéressant et pas très sexy comme modèle, donc on a une autre lutte en se disant qu'il ne fallait pas appeler ça les pins, mais les tags, par analogie avec le fait de taguer une page sur un site Internet. Quand vous taguez une page, vous mettez des mots-clés, vous pouvez la repérer et vous faites une action de référencement. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait avec ce système-là, qui est un système visuel.
Là, pour le coup, la technique, c'est zéro, hein, c'est à la portée de tout le monde quand je dis ce genre de choses. Hein, c'est-à-dire que typiquement, ça c'est fait avec The Gimp, ce genre de choses. On a choisi de mettre en place l'idée qu'on met en place ces 4 petits triangles, ces 5 petits triangles. Donc, vous avez tout de suite reconnu, il y a le triangle jaune, c'est innovation, le rouge, c'est la complexité, le rose, c'est la direction de programme, le vert, c'est le management éthique et responsable, et le bleu, pardonnez-moi, je suis dichromate, c'est la vision stratégique en tant que telle. Et ces badges, eh bien, on les lit dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Le 1, toujours étant la face qui est vers la gauche, puis le 2, 3, 4 à ce niveau-là, et on le complète, le novice étant le petit triangle du bord, puis l'intermédiaire, puis le compétent. Et donc là, vous voyez dans cet exemple-là, on sait que l'étudiant qui répondrait à cette activité, eh bien, il développerait les activités de complexité de niveau novice, avec la composante 1 de la direction de programme de niveau intermédiaire et la composante 3 de la vision stratégique de niveau novice. Voilà. L'idée, c'est effectivement de taguer, d'estampiller. Alors, on leur apprend tout simplement au début d'année, puis ça figure dans tous nos documents de communication, puisque le référentiel de compétences que vous avez là, nous, ils le reçoivent sous une modalité solide. On veut tellement qu'ils travaillent avec que… on leur donne en début d'année, alors je vous le fais voir en version réelle, mais on leur édite un petit cahier à spirale sur lequel ils ont le référentiel de compétences qui va les accompagner pendant toute leur année de scolarité. Et sur la V2 de ce référentiel, eh bien, on va inclure cette question de tag qui permet de repérer les différents éléments, les activités qualifiantes et ce genre de choses. Donc ça, c'est pour nous le complément indispensable du système. C'est-à-dire que s'il y a badge, s'il y a activité sur Moodle, il faut pouvoir le repérer. Et pour le repérer, il faut le taguer. Et ça, comme je le dis, c'est le choix que nous avons fait par cohérence envers le système que nous avons imaginé. Hein. Mais à vous d'inventer votre propre système. Hein. Là, je pense que voilà, c'est une idée de partage d'expérience. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que l'étudiant puisse repérer à quel moment il va pouvoir être badgé. On peut le dire à l'oral, on peut le matérialiser par un QR code, pourquoi pas. Peut-être que ça peut être par des objets matériels dans le cadre de système. Peut-être que dans le cadre de la fresque du climat, à la fin, par exemple, quand ils ont réussi la fresque, on peut s'amuser à les faire badger, typiquement. Mais matérialiser cette idée d'être badgé, ça nous semblait vraiment important parce qu'on ne fait pas quelque chose d'anodin, en fait. On est en train de faire de la micro-certification avec une question de reconnaissance. Donc, il faut en être fier et il faut être volontaire. Et ça nous semblait cette idée de matérialiser la chose. Alors, je réponds aussi à un autre aspect, typiquement parce que je sais que souvent, quand je présente un peu le système, on a souvent le cas, mais pourquoi pas avoir fait des portfolios de connaissances, de compétences, etc. là-dessus. Mais en fait, nous, ce qui nous a guidés, c'est la valorisation. Je reviens là-dessus, c'est valoriser et c'est s'approprier les choses. Alors, ce n'est pas antinomique. C'est-à-dire qu'effectivement, nos étudiants travaillent à des écrits réflexifs à de nombreux moments. Typiquement, lorsqu'ils passent à travers des grands moments d'activité du cursus où ils sont amenés à pouvoir avoir des badges, eh bien, s'ils ne les ont pas à ce moment-là, parce qu'ils ne sont pas prêts, ce n'est pas grave, ils ont à leur disposition une grille qui leur permet de savoir dans quel moment de l'enseignement ils ont pu acquérir ces badges, acquérir ces compétences et doivent nous produire un écrit réflexif. Ils déposent cet écrit réflexif sur Moodle en tant que tel. Et bien sûr, sur Moodle, on va utiliser les guides, des grilles d'évaluation avec un système assez simple qu'on a mis en place qui est des critères. Nous, on partit du principe que en termes de compétences, c'est soit on l'a, soit on ne l'a pas. Si on introduit le en cours d'acquisition, ça va être très compliqué. Et dès qu'on ne sait pas, on est en cours d'acquisition. Donc, nous, on part du principe de dire tu l'as ou tu ne l'as pas. Et donc, à partir du moment où on a fait ça, c'est du binaire, c'est du 0,1. Et donc, vous avez tout simplement un guide d'évaluation avec les différents critères qui sont listés pour les devoirs. 1, tu l'as, 0, tu ne l'as pas. Et on considère que si l'ensemble des critères est satisfait, ça délivre le badge automatiquement. Si ce n'est pas le cas, c'est du dépôt d'écrit réflexif pour rattraper et l'étudiant va devoir piocher, sélectionner ses expériences propres. Voilà, typiquement un petit exemple. Alors voilà, j'espère que je n'ai pas été trop complexe dans cette présentation d'un système qu'on a essayé de penser le plus cohérent possible. Voilà, je suis à votre écoute, ensemble de vos questions sur cette thématique. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes pour les questions. Alors, il y a quelques questions déjà dans le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Il y avait une question de Christine, je pense,
qui est pertinente pour vous deux. C'est est-ce qu'il y a des retours sur l'impact du badge auprès des employeurs pour les badges qui ont été valorisés, notamment sur les réseaux sociaux professionnels? Est-ce que vous avez des retours Alors, moi, tu veux répondre, Hélène, ou moi? Non, juste pour dire que pas encore. Pour le moment, j'ai pas de retour. Pas encore. Mais effectivement, les étudiants sont contents de les partager sur LinkedIn comme tes étudiants. Alors, Oui, c'est pardon, vrai que ouais. Ma question, c'était vraiment au niveau de l'impact. Moi, j'ai bien compris que c'est très intéressant pour les étudiants et ça les aide à formaliser et à formuler quelque part les compétences. Mais ouais, j'aimerais bien savoir quel impact ça peut avoir sur leur employabilité parce que on voit ce qu'ont donné les suppléments au diplôme qui sont obligatoires, qui ne servent strictement à rien, très clairement, auprès des employeurs. Ils s'en fichent royalement. Et donc, je voulais savoir si les badges approchaient mieux. Alors nous, ce qu'on a eu, alors on n'a pas eu, on a eu des éléments, on va dire, qui sont plutôt d'échange dans le cadre de notre référentiel. C'est-à-dire que tu vois, nous avons monté un observatoire des compétences pour voir un petit peu dans l'échange avec les entrepreneurs si on ne se plantait pas sur les compétences des ingénieurs centraliens. Et suite à ça, en fait, c'est né cette réflexion de remarques qui est de dire on aimerait bien savoir ce que font concrètement vos étudiants et presque avoir un book. En fait, c'était l'idée de book, en fait, tu vois, cette idée qu'on a eue. Et ça nous a été dit plusieurs fois par des entrepreneurs qui recrutaient nos étudiants, qui voulaient en savoir un petit peu plus là-dessus. Ça a donné ce postulat de base là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que nous ne l'avons pas évalué concrètement. C'est-à-dire qu'on sait que les étudiants peuvent s'en servir, ils sont contents de pouvoir avoir ces éléments-là. Il resterait à monter une étude ou à réunir un focus group et d'entreprises partenaires avec lesquelles on travaille souvent pour évaluer ça. Ça fait partie d'éléments qu'on a en tête, mais qu'on n'a pas encore pu faire. On a déjà eu des éléments informels avec eux. Ok, super. J'ai oublié de vous remercier de vos deux présentations qui sont formidables. Avec plaisir, merci. Merci. Il y avait des questions. Alors, attends, je remonte un petit peu. En attendant, justement sur cette question donc de la valeur, de la plus-value en fait du badge pour les employeurs, est-ce que vous avez pensé à faire endosser vos badges par les employeurs? Alors aujourd'hui, c'est une grosse question. Alors, c'est une grosse question, alors qui pour moi n'est pas technique, mais qui est plutôt politique en tant que telle là-dessus. C'est que sur la question de l'endossement, etc. là-dessus, voire aussi de la reconnaissance des badges par ou d'autres écoles, etc. là-dessus, c'est un truc sur lequel la direction ne sait pas véritablement comment se positionner par rapport à cet objet qui est assez nouveau pour elle. On est encore en réflexion. On pense que c'est intéressant, on essaie de le pousser, mais on sait que là, on fait bouger des lignes. Donc, on s'est dit, on va y aller tranquille. Oui, d'accord. Mais parce que moi, je vois l'endossement, pour revenir à la question précédente, justement, de la plus-value du badge ou de la valeur du badge, en fait, pour les employeurs. Il y a beaucoup de cas où les employeurs, disons, en endossant le badge, quand ils endossent le badge, ils ont d'une certaine façon participé, en fait, aussi au process de la reconnaissance. Et bon, il y a par exemple, il y a des universités et des employeurs qui peuvent travailler ensemble sur les référentiels, etc. Et d'une certaine façon, ensuite, ça ouvre une connexion aussi pour les bénéficiaires, en fait. Donc, comme les employeurs ont reconnu le badge, il n'y a plus besoin d'expliquer, en fait, le badge, puisqu'il est déjà reconnu. Voilà. Non, mais simplement, je comprends, c'est aussi une question, ça peut être politique, et puis ça peut être aussi assez compliqué, en fait. Et typiquement, voilà, pour bien contextualiser le problème, c'est vrai que aujourd'hui, comme toute école et comme toute structure, on est confronté à des enjeux de responsabilité sociale, sociale et sociétale. Et c'est vrai que voilà, nos étudiants, en tant qu'ingénieurs, peuvent travailler dans le monde de la pétrochimie ou dans un certain nombre de mondes en tant que tel. Et forcément, voilà, je vais caricaturer, mais si un ingénieur de chez nous irait se dire, voilà, je vais travailler chez Total et je le fais endosser par une entreprise qui peut être en décalage avec un certain nombre de valeurs de l'école, comment on se positionne? C'est vrai que c'est une fonction c'est une question qui est assez ouverte, mais qui mérite, en tout cas, qui est posée par ça, et en tout cas qui, politiquement, nécessite une certaine réflexion. Merci. Pour Hélène, oui, je posais la question, mais c'est l'endossement final, je parle plutôt de
recommandations au niveau du badge des bénéficiaires. Est-ce que, notamment sur les badges de tuteurs, les badges tutorés CPR, est-ce que les tuteurs ont pu aller jusqu'à se faire endosser le Non. badge par leur tutoré? Sur le badge de tuteur, comme il est resté en l'état, à l'époque, on n'avait pas vraiment insisté sur cette possibilité d'endossement. On aurait dû, et c'est vrai qu'on pourrait modifier notre badge pour mettre ça plus en valeur, parce que cet endossement, on l'a mis vraiment en valeur dans le cadre des projets dans le crunch time, en fait, où les étudiants ils sont par équipe de 10, ils peuvent endosser les badges de leurs copains, et après, enfin, voilà. Donc là, on a vraiment communiqué là-dessus, sur cette possibilité d'endossement pour les badges du crunch time, mais effectivement, sur les badges de tuteurs, ça pourrait vraiment être… c'est un dispositif qui devrait être mis plus en place aussi, parce que c'est vrai que l'étudiant qui a été tutoré pourrait aller donner son avis aussi. Mais on pourra profiter peut-être d'un prochain atelier avec les étudiants pour remettre ce badge à jour. C'est vrai que ça, on n'est jamais sur des objets figés non plus. C'est l'intérêt des badges aussi. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça interroge les questions de système. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je suis toujours bluffé de la richesse des badges que vous avez à l'UTBM en tant que tel, parce qu'effectivement, nous avons des badges qui sont très liés à un système, qui est lié à un système de compétences. Et aujourd'hui, je me heurte à des difficultés pour essayer de le faire sortir de ce système. Ouais. Accepter que un badge peut servir à d'autres choses. Bien sûr. Donc, il faut inventer notre famille de badges, il faut inventer autre chose. Et il est très ancré sur cette démarche chez nous. Et c'est vrai que je suis très admiratif de voir effectivement toute la famille de badges, la KL et puis le système que tu as inventé à UTBM, parce que ça permet effectivement d'embrasser des champs de scolarité qu'aujourd'hui nous ne couvrons pas, par exemple. Oui. C'est pas moi qui les ai inventés. À chaque fois, c'est issu de demandes ou de travaux collectifs aussi. C'est justement, comme il y a des choses qui se sont bien passées, il y a tout le temps des gens qui arrivent en disant « Oh, mais moi, je voudrais aussi badger. » Et puis, on a eu des idées. Et encore, là, c'est celles qui ont abouti. Il y a eu des fois des demandes plus, je ne veux pas dire saugrenues, mais voilà, on se disait, bah là, voilà. Il y a eu on a vraiment dû expliquer des fois vraiment pour les enseignants, parce que là, j'ai une idée qui risque de passer. Nous, on n'est pas spécialistes en sécurité informatique. Nos étudiants en info, mais pas seulement, sont très, très demandeurs d'activités en sécu info. Donc, jusqu'à présent, moi, par ailleurs, je fais des vacations et je suis formatrice en réseau info, donc c'est pour ça qu'ils m'en parlent. Donc, je les renvoie vers des MOOC, vers des MOOC, celui qui est chez Fun, les choses qui sont proposées par Cisco. Et puis, ce que j'ai proposé aux profs d'info, c'est de badger justement les étudiants qui, par ailleurs, font parce qu'ils ont envie de le faire, des activités dans le cadre de la sécurité informatique. Et donc, on est en train de recenser les activités qui pourraient être reconnues. Et on se dit, si on en reconnaît, l'étudiant qui a eu un niveau 6 dans la compétence informatique OPIX, ou l'étudiant qui a suivi le cours Cisco et qui a suivi aussi le MOOC pas sur Fun, à l'ANSSI. Enfin, voilà, donc on est en train de reconnaître tout ça. Et l'étudiant, il serait bien content de pouvoir avoir un badge en disant je me suis formé par ailleurs où j'ai été sensibilisé à la sécurité informatique, alors que nous, à l'UTBM, on n'a pas cette spécialité-là, alors ils sont demandeurs. Donc là, c'est les prochains projets qu'on va avoir, c'est vraiment… et là, c'est des demandes des étudiants en disant on aimerait bien, si on fait des choses, ils les font de toute façon, mais ils ont envie qu'il y ait une reconnaissance, voilà, qui aille un peu plus loin. Est-ce que vous avez eu des étudiants qui ont créé leur propre badge, leur selfie badge ou pas? Pas que je sache, peut-être. Ils n'ont pas revenu vers moi, mais je te dis, le badge pour qui s'appellerait, enfin moi je l'imagine, je me suis sensibilisée à la sécurité informatique. J'en ai discuté avec des étudiants parce qu'on justement on recense entre nous les activités qu'ils sont capables de faire. L'étudiant qui a été responsable de la Sécu sur le site de l'association des étudiants, les différents MOOC qu'on peut suivre qui sont bien faits. Justement, l'outil Pix qui est quand même pas mal pour ça. Enfin, donc ça, c'est le projet que j'aimerais bien mettre en place à la rentrée. Celui-ci, c'est assez chouette. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions des personnes qui sont encore là? On a encore beaucoup de monde. Oui, Non. moi j'avais une question. Alors nous aussi, on est en pleine effervescence au niveau de badger les compétences transversales de nos étudiants. Et j'avais une question pour Stephen. Alors après, moi, dans ma tête, un badge progressif intermédiaire, enfin le novice intermédiaire compétent, donnerait un méta-badge. Pourquoi avoir écarté cette possibilité
Alors, on l'a pas écarté, en fait, c'est juste un implicite de ma part. C'est effectivement un MetaBadge. La seule chose qu'il y a, c'est que en fait, nous, le MetaBadge, il est paramétré sur le niveau avancé, sur le niveau expert en tant que tel. Mais on a donné une unité complète au niveau compétent. En fait, on a essayé de jongler dans le meilleur des mondes avec cette idée. Mais effectivement, techniquement, c'est du MetaBadge. Ok, merci. Voilà. Techniquement, c'est bien du MetaBadge. On est en train d'essayer de chercher à explorer les minimaps en tant que tel, suite au conseil d'Émilie. Là, on est en train de brainstormer de notre côté sur la question des minimaps parce que ça répondrait bien à notre problème de se dire, bon, lorsque je n'ai pas validé la voie principale, entre guillemets, d'acquisition des compétences, quelle voie annexe, et sans être répétitif sur le côté annexe, s'offre à moi pour les valider. Donc, c'est un bon outil. Moi, je l'ai présenté à mon directeur de la formation qui a trouvé ça très intéressant et on doit faire un peu de remue-ménage. Ouais, pour donner des opportunités de parcours, en fait. Ouais, C'est ça. Ok. On se pose la même question, nous, pour les expériences à l'international, parce que pour être diplômé, les étudiants doivent avoir un certain nombre de semaines en expérience à l'international, mais surtout, suite à la crise sanitaire, il y a des étudiants qui ne pouvaient plus partir à l'équivalent d'un semestre à l'étranger. Et donc, on a réfléchi à toutes les activités qu'ils font, qu'on pourrait valider pour remplacer cette expérience de présence à l'international. Donc, l'étudiant qui accueille les étudiants étrangers à l'arrivée, parce qu'on reçoit des étudiants, l'étudiant qui s'occupe de du club Welcome, qui s'occupe d'organiser des choses tout au long de l'année, on pourrait valider ce genre de choses pour qu'il puisse éventuellement remplacer son semestre à l'étranger par ces expériences-là qui se cumuleraient. Et on envisage d'utiliser les badges pour ça aussi. Ok. Très bien. Ah, Lucas, je me disais, Lucas n'a pas levé la main. Je me retiens parce qu'on me dit que je parle trop. Oh. Non, alors, une question pour Hélène. Donc, au total, il y a une trentaine de badges, pas loin. En tout cas. Oui. Du coup, comment vous faites au niveau de… Parce que c'est essentiellement des badges à la demande, donc ça fait beaucoup de demandes, j'imagine. Il y en a qui sont Donc, donnés comment vous gérez… automatiquement. Ouais. Et puis Oui, il y en a ensuite, quelques-uns automatiquement. Ouais. on peut jouer aussi par le filtre, c'est-à-dire que les badges de la valorisation du travail étudiant, ils sont envoyés directement au service Service de de la vie concerné, étudiante. la vie étudiante. Les badges du Crunch Lab, donc ils sont Ouais. traités directement par le Crunch Lab. Les badges de tuteur, pour le moment, c'est moi, mais ça ne concerne pas un nombre incalculable d'étudiants, donc ça reste Ouais. accessible. Parce que moi, j'ai fait un badge tutorat dans le cadre d'un dispositif intersemestre aussi, donc ça m'intéressera d'échanger là-dessus, mais il se trouve que c'est sur une promo de 700. Ouais. Et donc, 700 étudiants, et donc dans certains, et en fait, j'avais 40 étudiants qui sont allés tutorer en fait des groupes d'étudiants de la promo de 700. Donc c'était assez Ce qu'on a fait chargé, sur les en fait. tuteurs, c'est qu'on a Ouais. envoyé le lien du formulaire de demande qu'aux étudiants qui étaient inscrits dans les différents dispositifs. Donc, on a un dispositif de tutorat première année, on a un dispositif autour de l'outil qui s'appelle WIMS, qui est spécifique en maths. Et donc là, j'avais les listes des étudiants concernés, on leur a envoyé le lien de demande. Et ensuite, moi, j'ai récupéré la liste. Et quand je recevais la demande, je vérifiais déjà que l'étudiant était bien dans la liste. Et je n'ai pas encore eu le cas d'étudiants qui n'étaient pas dans ces listes-là et qui demandaient qui pourraient le demander parce qu'il fait du tutorat peut-être au centre social du quartier. Enfin, donc, mais c'est Non, vrai mais que c'est super intéressant. Ouais, parce Oui. que en fait, moi j'ai un souci aussi, et ça constitue un peu un frein. On parlait des directions pour lesquelles Stéphane l'indiquait bien. Pour les directions, c'est un objet nouveau, et donc il faut qu'on apporte aussi des éléments bien sûr. Ouais. facilitateurs, en quelque sorte, dans la compréhension, mais aussi dans les choix, dans les décisions prises. Et notamment, moi, essentiellement, le principal frein, c'est en termes de logistique, et Ouais. donc de temps consacré en fait à l'organisation, la gestion en fait de toute la chaîne de traitement. Après, tu peux externaliser les évaluations, enfin, je veux dire, aussi les déporter sur d'autres pairs. Oui, bah voilà, hein, ça fait appel, quand on a des contraintes, on développe notre créativité, mais des fois, ça demande du temps et c'est pas simple. Mais voilà, donc c'était simplement pour avoir un petit retour là-dessus, sur comment, sur ce niveau logistique, comment vous vous y prenez tous les deux, pour gérer une charge, en fait, quand celle-ci est importante, notamment sur des masses conséquentes.
Et la meilleure solution, c'est de trouver vraiment les personnels concernés. Le personnel, enfin, la liste, Oui, c'est ça. badge, quand il va sortir sur sur la fresque du climat, il va être traité par les collègues qui Ben ont oui. charge de ce projet-là. C'est pas moi qui technicienne, enfin je dis technicienne au sens où c'est moi qui utilise techniquement la Ouais. plateforme qui va gérer tous les badges. J'aide les gens à les mettre en place, mais après les deux, ça marche très bien C'est ça. la validation par des gens qui sont externes, et puis donc s'ils sont au courant, il n'y a pas de souci. Puis, oui. Après, la validation par les pairs, c'est quelque chose que j'avais testé à l'époque, qui peut bien marcher, mais dans un réseau de Il gens faut qui bien fonctionnent. Ouais. encadrer. Ben, merci beaucoup. On Et part sur Stéphane, ouais. Alors, si tu veux, nous, pour répondre à la question que tu avais sur la massification, alors nous, on a postulé du principe que effectivement, alors il faut éviter de surcharger les étudiants et de surcharger les enseignants sur les productions. C'est-à-dire que, par exemple, on va utiliser un maximum des situations complexes qui sont existantes, dans lesquelles on va juste porter un regard un petit peu différent dessus. C'est-à-dire que, par exemple, le rapport de stage est une situation complexe par excellence. Tous les étudiants des écoles centrales font en début de première année, en fin de première année, ce qu'on appelle le stage ouvrier, sur lequel ils sont évalués sur leur rapport d'un point de vue d'exigence académique. Mais on a choisi, sur ce même objet rapport, de mettre des évaluations par compétences également. C'est-à-dire que typiquement, on a le même objet, la même quantité de travail à fournir par l'étudiant. Pour le correcteur, il faut juste augmenter un petit peu les choses. Alors, on a dédensifié, c'est-à-dire que sur la grille initiale qui existait avec un certain nombre de critères qui ont été faits, on s'est dit, bon, ça, c'est adressé par les compétences. Donc, on le sort de l'académique. Ça s'adresse, on a toiletté, entre guillemets, la version académique pour ne laisser plus que des exigences qui ne sont pas couvertes par les compétences. Et on a une double grille avec quelque chose qui est chiffré d'un côté et qui est de l'observable de l'autre. Il y a ça dans le rapport. Par exemple, l'étudiant, il parle de la vision de l'entreprise. L'étudiant, il va parler des valeurs de l'entreprise. L'étudiant, il va se positionner par rapport à son rapport. Donc, c'est des choses qu'on peut observer facilement. Et là, le correcteur répond par oui ou non. Il répond sur Moodle, tout simplement, comme quand il évalue son rapport en tant que tel. Et après, c'est Moodle qui va mouliner avec le plugin directement. Donc, on essaie… Justement, ça rejoint ce que je voulais te demander, Stéphane, c'est par rapport à l'intégration dans Moodle, notamment des tags. Parce que comment vous les utilisez, c'est-à-dire que vraiment, sur chaque activité, vous allez… C'est ça. Positionner. Alors, ce qui est assez facile dans le sens où les activités qui sont couvertes par l'acquisition des compétences, on les a cartographiées. Il n'y en a pas 150. Hein. Donc, on sait parfaitement le contexte où on les met en place. Donc, du coup, c'est moi qui le glisse dans le champ description de Moodle, c'est une image, très simplement. D'accord. Ça, c'est assez facile parce qu'on maîtrise cette cartographie d'activité. Après, c'est plus dans l'accompagnement des enseignants pour utiliser de la grille de critères, parce qu'on touche ce genre de choses d'ailleurs, et pour l'utiliser en tant que tel. Sachant qu'on essaie vraiment de massifier le plus possible par ça. On ne s'est pas interdit sur des niveaux novices, puisque le niveau novice, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est le niveau compétent. On ne s'est pas interdit sur le niveau novice de faire des tests ou des quiz qui sont assez simples, parce qu'on a notre niveau de compétence sur le niveau novice innovation, par exemple, c'est il a participé à une séance de créativité. Bon, une fois qu'on sait que l'étudiant a participé à une séance, on a la liste des inscrits dessus, on l'injecte sur l'activité, et on lui fait un petit quiz de son vécu, etc. dessus, ça suffit pour acquérir un niveau novice. Effectivement, sur un niveau compétent, on est beaucoup plus avancé. Là, on va lui demander de choisir la méthode idoine, d'argumenter dessus. Et là, effectivement, on sera sur une situation davantage complexe. Ok. Juste, on avait des questions alors de Romain, mais est-ce que vous êtes arrivé, je pense, sur la fin, Romain des CMEA? Vous êtes encore là, Romain? Bon, j'ai des questions sur les reconnaissances sur des expériences. Pardon, oui, mon micro ne voulait pas. Donc, effectivement, sur les questions de reconnaissance, de participer à, enfin, des expériences en fait, de participation à des événements, etc. Oui, tout ça, ça a été, il y a eu dans la présentation, mais vous verrez en replay. Qu'est-ce que… il y avait quoi d'autre? Enfin, si vous souhaitez compléter votre question, allez, si c'est le moment. Avant. J'ai complété ma question, mais du coup, si en effet, au tout début de la vidéo, je prendrai le replay, tant pis pour moi. Et du coup, j'avais une deuxième question que j'ai mis un petit peu plus loin. C'était sur la question l'UTB, mais peut-être que vous en avez parlé aussi. Vous avez parlé d'avoir votre plateforme en propre. Et du coup, un peu les questions en vrac du pourquoi, comment, quels avantages, quels inconvénients. Voilà. Quand je parlais d'avoir notre plateforme en propre, c'était de payer notre abonnement à Open Badge Factory et puis d'être tout seul. Parce qu'au début de notre expérience, on dépendait de la plateforme de notre commune, enfin de la communauté d'université. Et donc, on partageait la plateforme avec d'autres universités.
Donc, quand je parlais d'avoir notre plateforme propre, c'était d'avoir notre propre accès sur Open Badge Factory. Oui. Ok. On n'a pas été plus prétentieux que ça. D'accord, bon, bah, j'ai Vous ma êtes en réponse alors. vous êtes en Normandie, Romain? Vous êtes CMEA? Non, alors non, mais j'ai mon collègue qui travaille aussi à l'association nationale CMEA France qui travaille beaucoup avec les collègues de Normandie et qui travaille beaucoup avec Badgeons la Normandie du coup, D'accord. et surtout notre dispositif éducation aux écrans. Oui. Je ne suis pas du tout sur ce sujet-là, mais on est en train de se poser des questions sur, en effet, aller plus loin sur les badges, tant sur du un peu formel que de l'informel, que de la participation, que de la compétence. Et du coup, il faut qu'on soit assez au clair sur ces différentes portes d'entrée pour être assez au clair avec les personnes avec qui on veut les partager, les distribuer ou les permettre de les prendre tout seul. Mais voilà, c'est un peu pour ça mes questions en vrac. Ok. Ok. Alors, pour rebondir sur ce que disait Raphaëlla, effectivement, il y a un forum des Open Badges qui est organisé par l'association Reconnaître là, en fin de semaine en Normandie, sponsorisé aussi par Open Badge Factory. Donc, il y a peut-être… Oui, il y en a certains parmi vous, je vois dans les noms, qui seront là. Donc, ce sera l'occasion également d'échanger encore sur tous ces sujets. Donc, je sais que Raphaëlla sera là, Alexiane sera là aussi. Il y a d'autres. Puis, il y a des CMEA qui vont être aussi pas mal présents. Donc, on retrouvera pas mal de personnes parmi vous. Je pense qu'on peut vous remercier tous les deux parce que c'était vraiment un super retour. C'est toujours très inspirant, je trouve, ce que vous faites tous les deux. C'est très, très chouette. Et Merci puis, beaucoup. bon, Merci beaucoup. on pourra parler sur un prochain webinaire. J'ai vu aussi une suggestion, peut-être parler de stratégie aussi de déploiement au sein de son établissement. Effectivement, ça peut être tout un sujet de webinaire, je pense. Ok, bonne soirée à vous tous. Bonne soirée, merci soirée. beaucoup. Merci. Merci à vous toutes et à vous bientôt. tous. Beaucoup, ouais. Merci. À très bientôt. Stéphane, merci Hélène. Merci à vous. Merci, avec plaisir. Si on peut rester ensemble. Bien sûr. Moi, je vous quitte. Au revoir. À bientôt, Hélène. Peut-être Merci, un… Émilie. Hélène. Bientôt, Hélène. Merci.